Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcry. On va attaquer cette V2 et l'analyse de ces bandes par une chambre un peu particulière des Stormcast éternels, à savoir l'avant-garde, la chambre auxiliaire. Donc on va regarder ça un peu comme je faisais pour la V1, c'est-à-dire qu'on va commencer par regarder les aptitudes de la bande, puis on va regarder les unités pour voir quelles sont celles qui seront les plus utiles et me donner mon avis sur les différentes unités justement qui la composent, avec justement la comparaison avec les aptitudes de cette bande-là justement. On reviendra ensuite sur la partie des héros, donc en commençant par les aptitudes de héros et ensuite les héros. Je vous donnerai bien entendu là-dessus également mon avis sur chacune des unités. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'enchaînerai par une composition de bande de mon cru, donc on à vous de la suivre ou pas. Donc bien sûr, il y a plein d'autres possibilités de formation de bande, mais je vous en proposerai une si vous voulez jouer cette bande. Voilà, j'en ai terminé pour l'introduction. Moi, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec cette fameuse chambre d'avant-garde des Stormcast Eternal. Allez, c'est parti. Allez, je vous propose qu'on commence l'analyse de cette aptitude, de ces aptitudes de la bande de la chambre auxiliaire de l'avant-garde Stormcast Eternal en l'occurrence. Donc on va pouvoir voir la première capacité qu'ils ont, qui est la capacité propre à chaque unité de cette bande. Avec, vous voyez, avec l'éclair, c'est une réaction. Le Thunderous Departure, à chaque fois qu'un guerrier qui fait cette réaction quand ils sont ciblés par une attaque de mêlée, après que les dommages ont été faits et avant que ces dommages sont mis sur le guerrier, donc notamment avant de le mettre à terre, s'il y avait assez de dommages pour qu'il soit mis à terre, vous infligez un des 6 points de dommage à cet attaquant. Et par contre, c'est précisé que les guerriers qui ont l'icône de bête ou de scout ou volant ne peuvent pas faire cette réaction. Donc c'est une petite réaction qui sera assez situationnelle, mais qui peut arriver plutôt en milieu fin de partie, puisque généralement les Stormcast ont quand même beaucoup de points de vie, mais après il faudra regarder plus précisément au niveau des unités, ils sont plutôt costauds aussi, donc c'est pour ça c'est une réaction que vous allez plutôt utiliser en fin, au milieu de partie, pour faire la petite différence, ou faire le petit dommage qui serait bien sur telle ou telle unité. Deuxième capacité, deuxième réaction, c'est le Warning Cry, un cri d'alarme, donc il vous faut l'icône classique des Stormcast Eternal avant-garde et l'icône un peu d'heure, enfin d'horloge en tout cas. Et alors ça fait la chose suivante, quand vous faites cette réaction, quand un guerrier ennemi finit une action de mouvement visible et à 6 de ce guerrier, jusqu'à la fin de ce round, vous pouvez relancer un dé d'attaque lorsque vous faites des actions par les unités amies qui ciblent ce guerrier. Donc ça, c'est une réaction qui est plutôt intéressante, même si vous sacrifiez une de vos attaques. Je vous rappelle que les réactions, c'est vous sacrifiez une de vos activations, une des possibilités d'action de votre figurine pour le faire, bien sûr à condition que cette figurine puisse le faire, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas encore été activée. Donc une petite réaction qui peut être sympathique, là encore, là pour le coup peut être très pratique puisque c'est efficace pour toutes les unités qui pourraient cibler ce guerrier. Attention, c'est une bonne capacité. Maintenant, souvent les bandes Stormcast, comme vous le verrez certainement dans des prochaines vidéos, et ce qui était déjà le cas dans la V1, c'est plutôt une bande où il y aura peu de figurines. Donc si vous avez un scénario où vous devez aller prendre plusieurs objectifs, vous aurez plutôt tendance à répartir vos guerriers, vos Stormcast un peu dans le terrain. Donc c'est une situation qui sera moins intéressante pour utiliser cette réaction, donc le cri d'alarme. Autre capacité native pour les Stormcast Eternal de la chambre d'avant-garde, c'est également un autre double, c'est Tireless Hunter, les chasseurs sans fatigue. Ça vous permet de rajouter les 3 à la capacité de déplacement
de ce guerrier à leur prochaine action lors de cette activation. Donc c'est plutôt sympathique, surtout que, comme vous le savez pu, on verra tout à l'heure, mais les Stormcast se déplacent pas forcément très vite. Et bien oui, ils ont des grosses armures, donc ils sont un peu ralentis par ça. Même si on le sait, dans le fleuve, ce sont des esprits qui font bouger les armures, mais néanmoins, ils n'ont pas un mouvement très important, sauf bien sûr figurines spécifiques. Là encore, on verra avec les unités un peu plus tard. Capacité suivante, capacité avec l'icône de monture. Pour un double, là encore, ce guerrier pourra faire une action de mouvement supplémentaire, une move action d'un déplacement équivalent au nombre nombre de la valeur des dés de ce double, voilà, de la valeur de cette capacité. Donc là, c'est un mouvement supplémentaire. Maintenant, si c'est sur une monture, ou une capacité une monture qui normalement déjà a un mouvement conséquent, est-ce que ça sera vraiment utile? Oui, pour aller prendre un objectif en début de partie ou pour aller sur un lieu, une zone de combat. Voilà, c'est quelque chose quand même qui est toujours utile d'avoir du mouvement. Maintenant, à voir si c'est pas au détriment d'autre chose. Ensuite, capacité suivante, là on passe sur un triple, le Rapid Fire, c'est donc une unité avec l'espèce de l'icône de bouclier, et ça fait que vous rajoutez deux attaques à l'attaque caractéristique attaque de la prochaine attaque de missile, donc de distance, fait par ce guerrier à cette action. Donc c'est toujours intéressant à faire, rajouter deux attaques, donc 2 dés supplémentaires, pour faire des dommages, pour espérer d'avoir un critique. C'est intéressant, une bonne capacité. Maintenant, c'est un triple, à voir. Mais ça peut envoyer du pâté, comme on dit, sous réserve, bien entendu, que vous ayez choisi la bonne unité. Ensuite, capacité suivante, c'est un triple, avec l'icône, vous avez vu, de l'espèce de corne. Durant cette attaque, le guerrier fait une attaque bonus, une action d'attaque supplémentaire, et ensuite, ils peuvent faire une action de désengagement. Alors, c'est quelque chose qui était en V1, qui était beaucoup utilisé justement avec les Gryffindor, donc l'unité Stormcast que vous connaissez peut-être. Donc, vous allez voir, il y a d'autres unités c'est principalement eux qui l'utilisaient. Maintenant, vous allez voir, les Griffons ont été pas mal changés, donc on va en reparler lors des unités, mais ça reste quand même intéressant d'avoir une capacité de faire des dommages et puis surtout se sortir du combat. Donc ça oblige votre adversaire à faire sur ces deux actions une action pour se rapprocher de votre figurine et ensuite de faire la deuxième action, une attaque. Donc ça oblige de faire en fait finalement 2 actions pour aller taper votre figurine alors qu'elle était au contact avec vous. Donc voilà, ça peut être pas mal. L'autre solution, c'est aussi de s'avancer, de faire une attaque. Première action, c'est de se mettre à portée pour taper, se reculer avec le triple et de se mettre hors de combat et donc d'obliger là encore votre adversaire à venir sur vous. Ensuite, la dernière capacité de la bande, c'est le quad, c'est le tir visé. Jusqu'à la fin de l'activation de ce guerrier, on ajoute la valeur de cette habilité au point de dommage que l'on va faire sur des guerriers ennemis pour chaque toucher et chaque critique qui sont faits par ce guerrier. Donc ça peut être pas mal. Plus justifié sur une capacité de tir qui sera au moins à 2 voire 3 dés minimum pour rentabiliser absolument ce quad, puisque le quad, on rappelle, c'est vous lancez 6 dés et vous devez avoir 4 dés de la même valeur pour pouvoir utiliser ce quad. Donc capacité intéressante, ça a quand même pas mal, il y a quand même des changements par rapport à la V1 sur cette faction, mais il y a des choses intéressantes. Donc maintenant, à voir avec les unités ce que ça peut donner. Mais on va commencer par l'unité qui est juste en dessous, le Vanguard Raptor, avec une crossbow Hurricane. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une unité qui coûte relativement cher, quand même 210 points sur les 1000, c'est quand même pas rien. Elle se déplace à 4, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'armure lourde, donc c'est pas forcément ultra rapide. 5 de défense, ça c'est plutôt bien, et 20 points de vie, c'est plutôt bien aussi. En capacité, on voit qu'elle a l'icône du bouclier, donc c'est en fait le Rapid Fire, c'est-à-dire de rajouter 2 sur un triple, de rajouter 2 à ses capacités d'attaque, donc 2 dés supplémentaires. Et ensuite, au niveau capacité, stats pour taper, on voit que elle tire à distance jusqu'à 15, à partir de 3, puisque c'est généralement ce qu'il faut pour pouvoir faire une attaque à distance, donc à distance de 3 d'une figurine jusqu'à 15 d'une figurine. Elle lance 3 dés
à 4 de force et c'est 2-6 pour les dommages, donc c'est plutôt sympathique, donc très bonne arme à distance. Et en revanche, bien sûr, c'est pas la spécialité du combat corps à corps, puisque là, on tape à 1, donc au corps à corps, 3D, force 4, 1-4. Donc ça, c'est des stats assez classiques, mais ce qui est très fort, c'est la capacité de tir et surtout avec le rapid fire. Voilà, vous passez de 3 à 5 dés en faisant le rapid fire, donc en utilisant une capacité à 3 dés. Donc voilà, c'est plutôt très bien, une bonne unité, un peu chère, mais qui vaut son pesant de cacahuètes, et surtout c'est une unité base, donc ce n'est pas un héros, donc intéressant à voir en niveau composition, mais c'est une unité que je mettrais volontiers en standard, on va dire au moins une ou deux unités dans une formation de Stormcast de la chambre d'avant-garde des Stormcast éternels. On passe à la figurine qui est juste en dessous, le Griffond, 115 points, et là vous allez voir ça a été bien nerfé par rapport à... Alors nerfé, ça veut dire qu'elle a été affaiblie par rapport à l'édition de la V1. Elle se déplace à 6, de mémoire c'est ce qu'il y avait, 4 d'armure, 12 points de vie. Là, pour le coup, elle a perdu un peu de points de vie par rapport à la V1. Elle attaque avec une au corps à corps, 4D, force 4, 1-4, et de mémoire, elle faisait un peu plus mal au corps à corps, les Griffons. Enfin, en tout cas, une unité qui devient un peu moins intéressante. Elle bénéficie de l'icône de bête, c'est-à-dire de pouvoir faire une attaque et de se désengager. Maintenant, 4D pour faire 1-4, c'est un peu moins intéressant qu'avant, encore une fois, au niveau dommage. Mais pour 115 points, ça reste quand même une unité intéressante, même si, comme je vous l'ai dit, par rapport à la V1, ça a été bien nerfé. On va passer ensuite au Piaf, à l'oiseau, à Laserwing, qui est également pour 115 points. Lui se déplace à 12, donc autant dire qu'il va traverser la carte assez facilement. Il a que 2 d'armure et 6 points de vie, donc attention, il est un peu faiblard au niveau des points de vie. Il a un icône, vous avez vu, d'horloge et un icône de volant. Et donc lui, au niveau statistique, bon, il est vraiment là pour prendre des objectifs, aller vite à l'autre posé de la carte. Très fragile, et au niveau dommage, bon bah c'est pas tellement ça, hein. Vous voyez, il tape au corps à corps, 3D, force 2, donc autant dire pas grand chose. Vous allez souvent taper à 5-6, et 2 dommages si c'est un critique, donc autant dire que c'est pas les dommages qu'il fait, c'est vraiment lui de la prise d'objectif, la prise de position qui est intéressant. Donc une unité à ne pas jouer dans tous les scénarios. Si c'est un scénario basé principalement sur le combat corps à corps, ben, je vous déconseille de mettre cette unité. Maintenant, si tu as un scénario à prise d'objectif, là pour le coup, ça peut valoir le coup d'aller contester ou en tout cas empêcher votre adversaire de prendre trop d'avance en prenant des positions avantageuses. On continue avec une autre figurine, on revient sur un Vanguard Palador avec des haches de combat, des haches à une main de choc. Donc là, on voit qu'il dispose d'une attaque à distance qui tire à 10, donc un peu moins que le 3-15 de son camarade avec l'Hurricane Crossbow, mais c'est quand même 3D pour force 4, 1-4. L'icône monture également, là on voit aussi qu'il a plus de points de vie, il se déplace aussi plus vite, 10, 5 d'armure, 28, donc beaucoup, ça coûte 230 points, donc une unité qui coûte cher, et pour le coup là, ce qu'il perd en niveau, on va dire, en niveau attaque à distance, il le gagne en attaque corps à corps, puisque là c'est 4D, force 4, 2-4, et avec la monture, là pareil, il peut, vous voyez, il peut optimiser un petit peu ses dégâts là aussi, donc à voir pour 230 points. C'est une très bonne unité, mais là vous partez dans l'idée d'aller au corps à corps directement. Ça peut être intéressant de mettre une unité comme celle-ci, accompagnée d'un Vanguard avec l'arbalète lourde qu'on a vu en premier, pour bénéficier, avec l'Hurricane Crossbow, pardon, pour bénéficier d'un complément, un qui tire au corps à corps, un qui tape au corps à corps et l'autre qui tire un peu partout. Donc ça peut être une bonne combo entre les deux. Ensuite, on passe à la figurine en dessous, en dessous, le Vanguard Palador, qui est armé d'un javelot Star Trek. Alors lui, c'est pareil, il coûte 220, un tout petit peu moins que son camarade au-dessus. Au niveau stat, pareil, 10 de déplacement, 5 d'armure, 28 points de vie, ce qui fait quand même des très bonnes unités et de très bons camps de tank. Hein, donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la capacité de la première réaction qui fait qu'au lieu de perdre une figurine, vous pouvez faire un des 6 points de vie à votre adversaire en utilisant une réaction.
voilà, c'est typiquement le type d'unité sur lequel vous allez, comme je disais tout à l'heure, l'utiliser plutôt en fin de partie, puisqu'avant, pour faire tomber les 28 points de vie avec 5 d'armure, il faut y aller, surtout que vous allez voir au fur et à mesure des analyses de bande, les dommages globalement ont été baissés pour uniformiser un peu tous les dommages des différentes bandes, donc vous allez voir, après il y a encore moyen de taper très fort, mais globalement c'est une V2 où les unités tapent un tout petit peu moins fort, bien sûr à relativiser avec les aptitudes, les unités particulières, les héros et ce genre de choses. Donc sur une unité qui est très bien donc à distance, qui est comme son prédécesseur juste au-dessus, voilà, pas très fort au niveau distance, mais ça peut quand même taper à 10. Et l'autre côté, c'est qu'il peut taper au corps à corps, et là pareil, il fait assez mal. Là par contre, il peut taper à 2 de distance, alors que l'autre tapait qu'à 1. Avec 3D, par contre, c'est également en force 4, et c'est 2-5, il fait un dommage de plus, mais il a perdu un dé. Est-ce que ça vaut le coup? À voir. Pareil avec l'icône de monture. Et enfin, on termine avec un Vanguard Hunter assez classique, à 145 points, donc moins cher que les autres. 20 points de vie, 5 d'armure, 5 de mouvement, donc il se déplace bien. Au niveau tir, c'est 10 de distance, 3, 4 et 1, 4, un peu comme son camarade juste au-dessus. Et au corps à corps, il tape à 1 pour 3D force 4, 2, 4. Enfin, un peu moins fort. Est-ce que vous allez préférer? Personnellement, pour 145 points, il me semble presque plus intéressant que celui qui est au-dessus, même s'il a un peu moins de points de vie, parce que concrètement, pour presque 70 points de plus, vous avez l'autre, mais si vous prenez le dernier dont on parle, voilà, pour 145 points, vous gagnez presque 70 points par rapport à l'autre, pour en fait finalement avoir un petit peu plus de points de vie, taper un tout petit peu plus fort. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous n'allez pas plutôt essayer de préférer de mettre une autre unité comme le coût des unités sont vraiment très forts, comme je vous ai dit, déjà plus de 200. Donc à vous de voir. Voilà, donc on a terminé pour les unités. Vous voyez, il n'y a pas forcément un énorme choix au niveau de cette bande, au niveau des unités bases. Mais maintenant, on va voir les leaders, les chefs, pour savoir lequel on pourrait prendre pour optimiser un petit peu cette bande. Alors voyons donc ce que proposent les capacités de cette chambre des avant-gardes des Stormcast Eternal. Alors, en première capacité, on voit qu'il bénéficie, lorsque vous avez les 3 icônes, d'un double Lightning Fire Strike. Alors ça vous permet d'ajouter la moitié de la valeur de cette capacité à la caractéristique d'attaque des prochaines attaques de mêlée qui sont faites par ce guerrier. Donc autant dire que ça rajoute des dés d'attaque, donc autant dire que c'est plutôt fort, surtout pour un double, donc facilement réalisable, donc à condition bien entendu de choisir un héros qui ait cette capacité. Ensuite, capacité suivante, une capacité qui est, on va dire, générique pour les héros de cette faction, un double, aura vertueuse, aura jusqu'à la fin de ce round de bataille, pardon. On rajoute 1 à la résistance des guerriers amis qui se trouvent à 6 de ce guerrier. Alors, cette capacité, à mon sens, elle est beaucoup moins forte que celle qu'on a vue juste avant, et trop situationnelle, et puis d'autant plus que les Stormcast sont déjà très forts en résistance, donc il y aura peu de cas où rajouter 1 à la résistance va vraiment ajouter un bénéfice à l'unité. Donc, clairement, c'est un générique pour les héros, mais à mon sens, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser, vous allez préférer utiliser un double autre que ça. Ensuite, on a un triple, l'arrow étoile, de destin d'étoile, on va dire, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, alors ça fait qu'on choisit un ennemi visible à 20 de distance de ce guerrier et on lance un dé, donc ça c'est plutôt fort, hein. 20 c'est une énorme distance, surtout pour Warcry, donc ça fait quasiment, on va dire, pas l'intégralité du plateau, mais ça va faire en tout cas une très grande partie. Sur un 3-4, vous lui faites 3 points de dommage. Sur un 5, vous lui faites 6 points de dommage. Et sur un 6, vous lui faites 10 points de dommage. Donc c'est énorme. Alors après, c'est quand même un triple. C'est quand même un seul dé que vous lancez. Mais néanmoins, pour un dé arriver à faire 10, ça fait quand même beaucoup. Ça peut représenter une bonne attaque, même d'une figurine moyenne, voire élite, d'une bande classique. Donc vous voyez, c'est quand même là, c'est par contre une bonne capacité, même s'il faut avoir un peu de chance au dé. Mais généralement, quand vous faites au moins du 3+, vous allez voir 3 dommages, c'est quand même bien. 5, c'est 6 dommages, voilà, et 6, vous faites 10. Donc,
c'est quand même des dommages, et puis surtout c'est une capacité qui permet de cibler vraiment loin sur le plateau de ce guerrier. Donc très bien, très fort, enfin très fort. Situationnel, ça permet de gérer aussi le plateau et le déplacement de vos adversaires, et de créer une menace aussi sur votre adversaire. Maintenant, est-ce que vous allez vraiment utiliser tout le temps? C'est encore quelque chose qui est plutôt situationnel, à voir en fonction surtout de la bande adverse et de quel type de bande adverse vous affrontez. Et enfin, en dernière capacité de héros pour cette bande, vous avez en quad, donc en 4D, la lumière de Sigmar, qui permet vous infliger un nombre de dommages équivalent à la valeur de cette habilité à tous les ennemis visibles à 3 de ce guerrier. Alors, payer 4D pour faire potentiellement, allez, on va dire 6 si vous avez fait un quad à 6. À tous les adversaires A3, vous allez me dire c'est très fort. Oui et non, c'est quand même très très situationnel. Si vous le savez, si vous avez déjà fait des parties de Warcry, vous savez que globalement, généralement, un combat au corps à corps ou à proximité, vous aurez rarement plus de 3 ou 4 figurines ensemble. Donc si on part du principe que c'est éventuellement une de vos figurines, donc votre leader, avec 3 figurines adverses, ça peut valoir le coup, mais ça veut dire que vous avez presque, je dirais pas gagné, mais que les autres parties du plateau sont libres et que les objectifs voilà, sont déjà plus ou moins remplis. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Je trouve que c'est cher payé pour pouvoir faire, allez, on va dire jusqu'à 6 points de dommage à tout ce qui est 3. Ça peut être très fort de manière situationnelle, mais en utilisation courante, on va dire, c'est pas extraordinaire. Allez, je vous propose maintenant qu'on voit le profil des héros directement. Alors les héros, qu'est-ce que l'on a comme capacité? On les a vus. Maintenant, on va voir les statistiques des unités à proprement parler. Donc, vous voyez déjà que là, ce sont tous des généraux. On va les voir donc en détail. On voit déjà que c'est plutôt des figurines qui vont coûter assez cher, ce qui est déjà le cas des Stormcast de manière générale. Hein. C'est des figurines assez costauds, donc forcément, ça va avoir des coûts un peu plus importants que dans d'autres bandes. Donc c'est une bande qui généralement, vous n'allez pas être très populeux, hein, vous allez souvent être en sous-nombre par rapport à votre camarade de jeu ou votre adversaire en fonction de comment vous l'interprétez. Mais voilà, donc il faut savoir qu'à côté de ça, il faut essayer d'optimiser pour avoir quelque chose d'assez solide, d'avoir aussi suffisamment de figurines pour pouvoir contester des prises d'objectifs s'il y avait besoin, et puis savoir avoir un impact suffisant dans le jeu pour pouvoir réussir sa partie. Alors, le premier héros, c'est le Lord Aquilor. Alors, on voit qu'il vaut à 310, donc c'est ultra cher. Mais à côté de ça, c'est ultra cher parce qu'il y a des bonnes capacités. Déjà, 38 points de vie, 5 d'armure, 10 de mouvement, c'est déjà bien. Il a le symbole de la bête, enfin de la entre guillemets de la cavalerie, de la bête. Donc ça, c'est plutôt bien. Pas de capacité particulière de héros propre. Mais en revanche, on voit qu'il a une capacité de tir à distance, force 3, 4, 1, 4, ce qui est quand même très moyen. Et par contre, au corps à corps, 4D, force 5, 2, 5, ce qui est plutôt très bien. Le petit défaut, comme je disais, c'est qu'il a la capacité classique, on va dire native des héros qu'on a vu tout à l'heure, qui permet de rajouter 1 à l'endurance. Passer de 5 à 6, ça va pas lui changer la vie, surtout à 38 points de vie. Une partie de Warcry, vous savez, ça joue en général 5-6 tours maximum. Voilà, donc 38 points de vie, il aura du mal à descendre et à être éliminé. Gagner 1 de plus, comme je disais tout à l'heure, avec le pouvoir classique, c'est bien, mais ça va pas lui changer la vie, ça va pas être extraordinaire pour lui. Donc voilà, personnellement, je trouve que c'est un héros qui est très cher. Et pour le coup, on a peut-être mieux avec les autres héros qu'on va voir tout de suite. On continue d'ailleurs avec le Knight Azyros qui coûte 260. Donc on voit qu'il a 28 points de vie, 5 d'armure, 10 de déplacement. Lui ne tape que au corps à corps, 4D, 4, 2, 4. Il a des icônes, mais pas d'icônes de héros. C'est dommage. Mais là encore, pareil, c'est un peu cher donné, un peu cher payé. Il aurait été intéressant qu'il ait l'icône, par exemple, de faire avec le bonus d'attaque, le double de la capacité de héros. Là, c'est pas le cas. Donc c'est bien dommage, mais en tout cas, il est à 260.
Voilà, donc c'est un héros à voir si vous le mettez dans les listes. On continue juste en dessous avec le Chevalier Venator, le Knight Venator, pour 325. Là encore, vous voyez, il est encore plus cher que le tout premier héros qu'on a vu. Donc lui, il se déplace à 10, 5 et 28. Donc il a 10 points de vie de moins que le premier. Est-ce que ça justifie pour le reste? Alors oui, parce que son attaque à distance fait du 3 à 20. Donc 20, c'est quand même énorme. 3D, 4, 2, 6. Ce qui est beaucoup pour une attaque à distance. C'est beaucoup, mais la figurine vaut aussi très cher. Et au corps à corps, 3D, 4, 1, 4. Là, c'est faible. Et surtout qu'il a une capacité pour de bonus d'attaque avec son arbre. Donc c'est bien, c'est cher payé, mais en même temps, le fait de pouvoir tirer à 3,20, c'est quand même très bien. Maintenant, à mon sens, 325 points pour cette unité en tant que leader, ça me paraît encore un peu cher payé. On continue, on va passer maintenant à la colonne de droite avec le Knight Zephyros, qui coûte 200 points, 28 points de vie, 5 d'armure, 5 de déplacement, ce qui est correct pour un Stormcast, puisque vous allez voir que la moyenne en général de déplacement, c'est plutôt 3-4. Pour les Stormcast éternels, j'entends bien entendu. Alors lui, il a quoi? Il a aussi une attaque à distance pour 3D 1-4, qui est plutôt classique, et au corps à corps 4D 4 2-4, qui est plutôt bien. Voilà, globalement, c'est une unité qui peut être un peu multitâche. Maintenant, encore une fois, en leader, il n'y a rien qui se démarque vraiment, donc c'est un peu dommage, mais voilà, mais ça, à voir. Ça peut se mettre en deuxième héros, non leader dans une bande, par contre. Pour le côté solide, costaud, le fait qu'il se déplace à 5, c'est quand même très bien. Ça reste très très efficace. Donc une bonne unité solide. Maintenant 200 points, c'est pas mal. Hein. C'est quand même 1/5 des 1000 points de la bande. Est-ce que ça les vaut? À vous de voir. Est-ce que vous préférez mettre un bon leader et peut-être 2 unités un peu plus petites pour compléter les 1000? À voir. À vous de voir vos bandes de jeu. D'ailleurs, en fin de vidéo, vous aurez une proposition de bande. Vous allez voir ce que j'ai mis. Donc voilà, à vous de voir. Ensuite, on continue avec le Raptor Prime avec la Long Strike Crossbow qui coûte 230 points, qui se déplace à 4, 5 d'armure et 25 points de vie. Il a une attaque à distance qui est 6-20, ce qui est quand même très bon. Une attaque 5, 4, 10. Le défaut, c'est que c'est un seul dé, voilà, pour l'attaque à distance, et au corps à corps, 3D, 4, 1, 4, voilà, qui est un peu faiblard. Voilà, somme toute, une unité qui peut être intéressante. Le gros défaut, c'est que même si ça tire loin et que ça fait des gros dégâts, qu'à 10 c'est quand même très fort, c'est qu'un seul dé, donc c'est qu'une seule attaque. Donc vous voyez, c'est le petit défaut, je dirais, de l'unité. On passe ensuite au Raptor Prime avec la Hurricane Crossbow qui coûte 245. Qui, comme son camarade juste au-dessus, a 4 déplacements, 5 d'armure, 25 points de vie, qui a une attaque par contre 3-15, 3D 4, 2-6, qui là pour le coup me semble quand même beaucoup plus pertinente que l'unité juste au-dessus. Alors effectivement, il coûte 15 points de plus, mais c'est quand même plus intéressant d'avoir 3D au lieu de 1, et même si c'est de force 4, ça fait quand même 2-6, c'est quand même pas rien. Donc c'est quand même d'afficher des bons dégâts. Et au corps à corps, il se défend comme une unité un peu moyenne, 3D 4, 1, 4, c'est assez simple. Donc là pour le coup, il est quand même, à mon sens, une unité qui est plus intéressante si vous voulez un peu combiner les deux. On passe ensuite au Palador Prime avec la with Shock and Axe, donc la hache à une main de choc. Voilà, qui donc, alors il a une attaque à distance à 10, jusqu'à 10, 3, 4, 1, 4, assez faiblard, mais c'est quand même 3D, c'est quand même une attaque à distance, ça peut toujours être bien. Il se déplace à 10, il a 5 d'armure, 32 points de vie, ce qui est quand même très correct, très bien même. Et au corps à corps, c'est le point fort de l'unité, 5D, 5D c'est quand même beaucoup, 4 force 2-4, donc vous voyez au potentiel 5D avec on va dire 6 critiques, 5 critiques pardon, bah ça vous fait quand même pas mal de dégâts, 20 points sur une unité, c'est pas rien. Bon, encore faut-il les réussir, vous allez me dire, mais il y a un potentiel de dégâts qui est intéressant. Ensuite, on continue avec le Palador Prime, avec le Star Trek. Alors, attendez, je vais descendre pour qu'on puisse le voir un peu mieux. Voilà. Le Palador Prime avec le Star Trek Javelin. Donc, lui, pareil, 280. Pareil, ça reste une unité encore très chère.
Mais en revanche, bah ça après c'est les Stormcast Eternals, vous allez me dire, hein. Vous avez pu voir aussi dans les unités un petit peu avant. Il se déplace à 10, il a 5 d'armure, il a 32 points de vie, il peut tirer à 3, à 10 pardon, à 3D 4, 1, 4, et comme son prédécesseur 4D 4, 2, 5, il peut faire un peu plus mal. Un dé en moins néanmoins. Qu'est-ce que vous préférez? Personnellement, je préférais, si on a la place, avoir un dé en plus pour faire plus mal, mais en même temps, celui-ci, si vous optimisez les critiques, ça peut être bien aussi. Donc, c'est un choix personnel, j'ai envie de vous dire, en termes de points, voir ce qui rentre le mieux ou pas. Si vous voulez en tout cas le prendre en tant que leader ou héros, ça peut être intéressant. Voilà. En tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir des unités qui sont capables de soit de se déplacer vite et taper fort, soit de se déplacer moyennement et de pouvoir faire des attaques ou des attaques à distance, ou en tout cas de pouvoir combiner, en tout cas de pouvoir faire des options de jeu intéressantes sur le plateau de votre bataille. Et voilà, on a vu tous les héros après avoir vu les capacités, on a vu les héros, donc vous avez vu un petit peu mon avis sur les héros, hein. Donc voilà, donc tout ça c'est bien, mais on a vu donc les capacités de bande, les capacités de héros, les unités, les héros. Et bien, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Et bien, je vous propose qu'on voit ensemble une bande potentielle. Alors, c'est mon choix, il y en a certainement d'autres, il y a plein de possibilités, mais je vous propose une bande pour jouer cette faction. Alors, ma liste pour cette chambre auxiliaire d'avant-garde des Stormcast Éternels, eh bien, c'est assez simple. Donc, vous voyez, il y a 1000 points qui vont être composés avec un leader Raptor Prime, avec Hurricane Crossbow à 245. Je le compléterai avec 4 Gryphhound, donc qui fait un total de 460 points. Et en allié Stormcast, je compléterai avec un Protector, donc en restant sur du Stormcast, Protector à 140 points, et un paladin avec la Soulmace pour 155, ce qui ferait en tout 1000 points, et donc 1000 points, ce qui vous ferait 7 figurines en tout sur le plateau, donc 3 unités plutôt costauds, 4 unités un peu moins fortes, mais qui vont pouvoir se déplacer rapidement, une unité avec le leader qui fera de l'attaque à distance, et les deux autres qui seront là pour taper fort et prendre des positions. Voilà cette liste, j'espère qu'elle vous plaira. Moi, je vais l'essayer bientôt en jeu. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous annonce tout de suite que la prochaine vidéo de bande, ce sera sur les Fire Slayer, sur les nains. Voilà, encore une fois, une bande que je vais jouer bientôt également pour une partie Warcry. Voilà, donc bien entendu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne si vous voulez encore plus de contenu Warcry. Sachez que, bien entendu, tous mes propos, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis personnel. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit, c'est tout à fait normal. Voilà, on a chacun nos avis, chacun voilà, nos constats à faire sur le jeu. Donc là encore, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez joué une bande identique ou si vous avez déjà joué cette bande et quelle était votre composition. Pour rappel, cette composition, et j'ai repris un peu la bande que je jouais à l'époque, sauf que là je l'ai modifiée avec cette V2 pour qu'elle soit un peu plus optimisée, on va dire, pour cette nouvelle mouture. Voilà, j'en ai terminé. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos Warcry sur la chaîne. Ciao, ciao!